Salut. Bon, aujourd'hui, vous l'avez compris, j'ai envie de demander c'est quoi la cancel culture? C'est un sujet à la fois épineux et d'actualité, ce qui ne rend pas la tâche facile. Je vous invite donc à prendre tout ce que je vais dire avec des pincettes, et je me réserve la possibilité de faire une sorte de post-scriptum vidéo, au cas où de nouveaux éléments me viennent à l'esprit. J'espère être assez prudent ici en tout cas. Bon, en gros, la cancel culture, c'est le nom que certains ont donné à une forme de militantisme. Je ne sais pas qui a inventé le terme, je vous encourage à enquêter. Ce que je crois pouvoir dire en tout cas, c'est que ceux qui utilisent cette expression sont généralement plutôt contre. Il me semble qu'il existe des militants qui se revendiquent de cette appellation, mais je n'ai pas l'impression que ce soit majoritaire. C'est quoi ce militantisme? Une définition qu'on trouve sur internet, c'est délaissement ou ostracisation d'une personne célèbre par son public ou sa communauté pour un non-respect des normes du groupe. On l'appelle aussi parfois culture de l'interpellation, culture de la dénonciation, culture de l'humiliation publique ou bien culture de l'annulation et du rééquilibrage. Bref, s'il fallait identifier le noyau du truc, on pourrait dire pour simplifier que ça revient à déclarer « on veut plus voir Trucmuche sur le plateau de telle émission de télé » ou « on ne veut plus lire les papiers de machin bidule dans tel journal » et ce, pour des raisons explicitement politiques. Schématiquement, parce que Trucmuche a dit un truc raciste, ou parce que machin bidule a dit un truc misogyne. Parfois, on a l'impression d'entendre uniquement « Eh dégage Trucmuche !» Mais ce qui est vraiment dit au fond, c'est « Nous croyons, après avoir aussi sérieusement que possible réfléchi au problème, que vous, monsieur Trucmuche, représentez une force nocive pour l'idéal politique que nous défendons, ou pour la société idéale que nous visons. » Ce qui est quand même beaucoup plus rigoureux. Ça reste très schématique, je le reconnais, et ça laisse en plus de côté la question des motivations. Mais pour l'instant, je veux m'en tenir à cette version simplifiée. Parfois, il faut le rappeler, ça revêt d'autres formes, un peu plus spécifiques, comme la volonté d'enlever tel statut de tel esclavagiste, parce que c'est insultant pour les descendants d'esclaves. Et puis en France, il y a surtout eu le cas Polanski, qui a fait beaucoup parler, même si je trouve ça un peu différent parce que pour le coup, il est ici question d'accusations relatives à des crimes. Et d'ailleurs, cette dimension a été un peu masquée parce que visiblement, on a préféré se poser une question traditionnelle pour les critiques littéraires à l'université ou en philosophie de l'art. Peut-on séparer l'œuvre de l'artiste? Question qui s'est rapidement transformée en une version encore plus compliquée. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? C'est quand même très difficile, la notion de devoir ne simplifiant pas la tâche en plus, et peut-être que ça nous a éloignés des vrais enjeux. On aurait peut-être pu tenter une formulation plus ouverte du type « Pour quelles raisons une société pourrait-elle promouvoir ceux qui enfreignent ses lois ?» Je crois que ça aurait été plus intéressant. Mais je ne vais pas m'aventurer là-dedans pour le moment. Je voudrais m'en tenir à la dimension purement idéologique de la cancel culture et mettre de côté les cas qui font appel au droit. Et donc je ne peux pas rentrer dans le débat du type « Oui, mais tu comprends, Polanski, il n'a jamais été reconnu coupable en France, etc. » Donc je mets de côté les accusations relatives au cadre légal pour le moment. J'en parlerai brièvement à la fin de la vidéo. Désolé si vous êtes déçus. Bien sûr, aucunement besoin de le cacher, soyons plutôt transparents, je ne fais pas partie de ceux qui ont peur de la dite cancel culture et je vais essayer d'expliquer pourquoi. J'ai en tout cas la sincère impression que les raisons que je donne ne tiennent pas tellement à des intérêts, disons, spécifiquement liés à ma situation sociale. Je ne peux pas vous le prouver, mais c'est ce que je crois sincèrement. Je vais essayer de présenter pourquoi je n'ai pas trouvé de raison convaincante d'être inquiet devant cette dynamique militante. Bon. Déjà, remarquons que ceux qui n'aiment pas la cancel culture disent souvent deux trucs. D'abord, faut arrêter avec l'hyperpolitisation. C'est-à-dire qu'il y a le sous-entendu que des combats politiques viendraient contaminer des espaces non explicitement politiques ou des espaces qui devraient rester indépendants du militantisme politique. C'est l'idée que certaines choses devraient être toujours protégées, en quelque sorte, de l'action militante, comme par exemple la culture ou les sciences. Et puis ensuite, c'est de la censure, ça va contre la liberté d'expression. J'espère que je n'ai pas fait d'homme de paille et que j'ai été assez charitable. Moi, il y a quand même 2-3 trucs qui me gênent là-dedans. Pour le premier point, sur l'hyperpolitisation, je ne connais pas vraiment d'arguments solides pour limiter clairement le champ politique, pour définir ses contours. La politique, c'est l'organisation de la société. Donc, en gros, faut pas se leurrer, la politique, ça concerne tout, grosso modo. Tout ce qu'on fait, nos hobbies, nos métiers, notre consommation, c'est dans la société. Et tout ce qu'on fait, ou ne fait pas d'ailleurs, a donc des impacts, directs ou indirects, sur la vie des autres. Toutes nos actions s'inscrivent dans une organisation collective. Croire que la science ou la culture
pourrait évoluer hors des questions politiques, ça semble super naïf. La culture, c'est une économie, des institutions, c'est véhiculer des idées, des sentiments, c'est promouvoir une manière de vivre, une façon de voir le monde, c'est donc éminemment politique. Quant à la science, c'est sans doute un peu plus compliqué. J'en parlerai dans une autre vidéo en préparation sur les Science Wars. Mais pour le moment, disons ceci. Si le scientifique peut prétendre travailler indépendamment des questions politiques, ce serait au sens où l'essence de son travail est apolitique. Parce que sinon, son travail pris au sens large est effectivement mêlé à des institutions, des universités, des financements publics et privés, etc. L'activité scientifique, prise dans son ensemble, concerne la société, tout simplement. Mais donc, même si on concède que, disons, l'essence de la recherche scientifique serait apolitique, le fait même de considérer son activité comme indépendante de la question politique est, du point de vue de ceux qui considèrent que la question politique est importante, un positionnement politique. C'est logique, non ? Dire « Dans mon métier, je ne m'occupe pas de l'organisation de la société, ce n'est pas une de mes préoccupations », c'est, pour ceux qui subissent les défauts de la société, pour ceux qui aimeraient bien qu'on travaille à corriger ces défauts, parce que ça leur pèse au quotidien, pour ces gens-là, oui, c'est un positionnement politique. Ça dit un peu en sous-texte « Je m'en fous que vous souffriez des défauts de la société, je préfère me concentrer sur ce qui m'intéresse ». Parfois, on a un peu l'impression que certains défendent tout simplement leur droit à ne pas s'occuper des injustices de l'organisation sociale dans laquelle ils vivent. Il n'est donc pas anodin que, généralement, ceux qui s'indignent contre la cancel culture soient des gens qui ne souffrent pas énormément du système en place. C'est ce qu'on aborde dans la 3e vidéo sur la rationalité. Demandez-vous d'ailleurs si vous êtes plutôt contre. Est-ce que ce serait pas parce que finalement, le monde dans lequel je vis me convient plutôt ? C'est la question politique par excellence. Le monde m'est-il favorable ? Ou la société telle qu'elle est organisée est-elle favorable à mon mode de vie ? Et c'est ce qu'on dit aussi dans la vidéo sur la perspective. La manière dont on expérimente la société détermine notre désir de la transformer. Si on dit « arrêtez de tout politiser », c'est peut-être parce qu'au fond, on ne ressent pas effectivement l'urgence qu'il y a à corriger les défauts de la société. C'est une autre question fondamentale, ça. Ressent-on l'urgence de corriger les défauts d'organisation de la société ? Si c'est pas le cas, ça pourrait vouloir dire qu'on passe à côté du sens de l'action militante, du sens même de la politique en fait. Car elle n'a aucun sens cette phrase « arrêtez de tout politiser ». On politise exactement ce qu'on veut. C'est précisément ça, la démocratie. Si un groupe de gens se dit concerné par une cause, il en fait, par définition, une réalité politique. C'est le jeu. On ne peut pas faire son marché dans ce qui est politique ou non. C'est la société qui décide. Et pour l'instant, on vit dans un système qui maintient l'idée qu'un groupe social peut se constituer pour faire valoir un droit ou un désir relatif à l'organisation de la société. Si on nie ce truc-là, ça me paraît chaud. Donc en théorie, on devrait tout simplement, en tant que membre d'une société plurielle qui reconnaît la valeur de cette pluralité de voix pour la santé de la société elle-même, reconnaître l'existence de ces revendications et s'interroger sur la meilleure manière de composer avec elles. Au lieu de ça, on dirait que l'idée qu'il puisse y avoir des désirs différents vis-à-vis de certaines réalités de la société entendues comme entité idéologique est vécue comme une menace. Et d'ailleurs, ce serait pas un peu paradoxal comme refus ? Ce serait pas faire exactement ce qu'on reproche à ce militantisme ? C'est-à-dire tenter de contenir un discours, de le limiter ? Ce serait finalement intimement contradictoire, vu que l'argument donné en général est souvent un principe. Si, par principe, il ne faut pas empêcher les gens de parler, alors il ne faut pas non plus empêcher de parler les gens qui militent pour le droit d'empêcher les gens de parler. Il paraît quand même pas fou de dire que la démocratie doit pouvoir laisser vivre des pensées antidémocrates en son sein sans les interdire. Si une démocratie interdit la pensée antidémocrate, qu'est-ce qui la distingue fondamentalement, au moins dans son rapport à la liberté d'expression, d'un régime autoritaire ? Le deuxième point, on a dit que c'était la question de la censure. Alors d'abord, la liberté d'expression, pour rappel, ça veut juste dire qu'on ne sera pas arrêté pour un truc qu'on a dit. Ça veut pas dire que les gens sont tenus de vous donner une plateforme pour vous exprimer, ou qu'on est censé vous écouter. Il y a un strip parfait qui explique ça. Un éditeur choisit ce qu'il publie. Un journal se donne une ligne éditoriale, c'est normal. Si je soumets au Figaro Magazine une tribune anti-sarkozyste et qu'il la refuse pour des raisons idéologiques du genre « On n'est pas tout à fait en accord avec votre tribune, monsieur le patient zéro »,
Ça n'aurait aucun sens de dire « Quoi ? Et ma liberté d'expression, bordel ?» J'ai vu ce tweet qui m'a plu. On peut en effet concevoir que cette liberté d'expression s'accompagne d'une forme de responsabilité quant à notre prise de parole dans l'espace public. Surtout d'ailleurs quand on sait qu'on est diffusé à grande échelle. On entend parfois « Laissez les gens s'exprimer, même s'ils disent des horreurs, même s'ils disent des conneries. Ça finira par se réguler de soi-même. Faites confiance au processus démocratique. » Ça ressemble un peu, j'ai l'impression, à une partie de l'argument de Chomsky vis-à-vis de Faurisson. En gros, pour aller vite, c'était dire que c'est aux historiens de montrer que Faurisson dit de la merde, pas à l'État de lui interdire de dire de la merde. C'est probablement pas la totalité de ce que dit Chomsky, mais c'est une petite partie de son argument et je suis pas trop à l'aise avec elle. Parce qu'en fait, le souci ici, c'est que l'occupation de l'espace public n'est pas également répartie. Il n'y a pas d'autorégulation en fait. La liberté d'expression absolue où on aurait accès avec autant de facilité à toutes les opinions qui font le corps social, c'est un pur fantasme. Et il faut reconnaître que l'organisation des structures de diffusion joue un rôle central dans la vie publique des idées. Donc, tout simplement, dans ce qui va modeler l'opinion des gens. Il suffit de voir la proportion d'espace médiatique occupé par des gens comme Zemmour, Enthoven ou Finkielkraut. Ces gens ne sont pas sérieux. Personne n'a jamais pensé qu'ils étaient vraiment intelligents. Ils disent grosse bêtise sur grosse bêtise. Eh bien, on voit bien, ça ne se régule pas tout seul. La liberté d'expression ne suffit pas à elle seule à compenser le fait que ces gens-là prennent de plus en plus de place à la télévision ou à la radio et continuent de dire des trucs très souvent très bêtes. Les plateaux télé ne sont pas plus intelligents, mesurés et rationnels aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans. Donc il faut peut-être tempérer notre optimisme relatif à la capacité du système en place à faire circuler et diffuser les idées les plus fines et intéressantes que la société produit. Donc les militants disent, non seulement ces gens qui occupent la télévision et les journaux racontent des conneries grosses comme tout, présentent des idées caricaturales et ridicules en fait, pour quiconque a la moindre forme d'exigence intellectuelle, mais en plus, ces conneries véhiculent des idéologies toxiques, participent à un système injuste et soutiennent des logiques d'oppression. Des oppressions, soit dit en passant, dont les victimes sont grosso modo toujours les mêmes. Le soutien peut être plus ou moins direct, plus ou moins conscient, mais ça ne change rien. Le fondement de ce militantisme tient à ce diagnostic. On dit en gros, vos prises de parole reconduisent des injustices. C'est pas si différent avec la science. Par exemple, dire « Laissez les scientifiques débattre entre eux, c'est important pour la science de ne pas interférer dans son évolution. » C'est un peu compliqué. C'est peut-être vrai pour les publications scientifiques en peer review. Mais dès qu'un scientifique publie ailleurs, chez un éditeur, sur un blog, s'il passe à la télévision, peu importe, il s'inscrit dans l'espace politique. Et il est soutenu, c'est-à-dire publié, diffusé, par des structures publiques ou privées qui relèvent de réalités politiques, économiques, institutionnelles, etc. On l'a vu avec le professeur Raoult pendant le confinement. C'est pas sans conséquence. Mettons que Monsieur X, scientifique de renom, dans son livre paru chez le grand éditeur, énonce P, où P est une réflexion sur la société. Mettons que pour appuyer P, en bon scientifique, Monsieur X a fait appel à des données D. Mettons maintenant que Madame Y, scientifique peu connue, comme la plupart des scientifiques, se rend compte que P est fondé sur une erreur et que les données D sont incorrectes. Madame Y corrige l'erreur de Monsieur X dans son blog ou sur sa chaîne YouTube. En fait, c'est trop tard. Le mal est fait. Le livre de Monsieur X est tiré à 100 000 exemplaires et Monsieur X a fait la tournée des plateaux TV où, bien sûr, on n'a pas manqué de l'interroger sur P. Et les gens qui sont convaincus par ce que dit Monsieur X ne feront pas souvent l'effort, la démarche d'aller chercher des contradicteurs. L'idée P se diffuse dans la société et contribue par exemple à consolider le système en place. Et personne n'écoute Madame Y parce que personne ne la connaît, elle n'a aucune audience, cette sympathique Madame Y. Qu'est-ce que vous faites si vous avez la franche impression que Monsieur X a une diffusion disproportionnée et qu'il soutient un système qui vous est constamment défavorable? Logiquement, vous dites « Y en a marre de Monsieur X !» C'est pas tellement plus compliqué que ça. Et si vous êtes nombreux, on finit par vous entendre. Parce qu'il faut comprendre que le système politique dominant est, comme toutes les organisations entre humains, organique. Je veux dire par là qu'il cherche à perdurer, il cherche à se consolider. Aussi, les idées qui vont dans son sens, les auteurs qui soutiennent le système, qui le défendent, plus ou moins consciemment, sont plus souvent retenus
accepter, diffuser. On leur donne un espace pour s'exprimer. On peut voir les choses ainsi, le système politique est fait par des esprits humains et il fonctionne comme un esprit humain. Il est méga sujet au biais de confirmation. Il suffit de regarder CNews, Le Figaro, BFM TV, Le Nouvel Obs, Marianne, L'Express, Le Point. Les grands pôles médiatiques ne font jamais de place à des chroniqueurs vraiment dissidents qui diraient des trucs contraires, qui voudraient attaquer le système en place. Qu'on soit d'accord ou non, reconnaissons qu'on entend peu, voire très peu, les gens qui représentent les positions les plus opposées au système. On n'est pas dans une interrogation sincère des organisations alternatives potentielles. De là naît une décrédibilisation progressive de toutes les positions véritablement antagonistes. J'ai la sincère impression que tout ce qui dit « il faut changer le système » tend à être présenté comme une position naïve et irréaliste. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, on dirait même qu'on a fini par nous faire croire que la révolution, c'était forcément un fantasme d'adolescent, ou alors un truc de radical sociopathe terroriste qui veut tout voir péter en mode Joker. Du coup, c'est Internet qui peut jouer le rôle de petit grain de sable qui embête ceux qui ne veulent pas spécialement voir le système changer. Internet, c'est loin d'être parfait évidemment, et très souvent, ça sert le système dominant. Mais voilà, malgré tout, il y a des mouvements qui se forment, des militantismes qui se construisent, et parfois on les entend bien. Quand ce n'est pas une histoire de liberté d'expression, le reproche est souvent formulé ainsi. Ces militants mettent la pression, ils poussent pour que la société aille dans le sens qu'ils souhaitent. Bon, jusque-là, c'est normal. C'est ça le militantisme politique. Tout le monde a plus ou moins envie que la société lui soit favorable. Militer, c'est s'activer pour tenter de faire que cette société idéale, à laquelle on rêve, advienne effectivement. Ou au moins qu'on s'en rapproche. Donc du coup, ceux qui critiquent ajoutent « Oui, mais cette fois, ça va trop loin ». On peut comprendre ce sentiment, mais comment savoir si le trop loin d'aujourd'hui n'est pas le progrès de demain ? Après tout, quand les esclaves voulaient s'émanciper, les producteurs de coton disaient « ça va trop loin ». Quand les femmes voulaient le droit de vote, les mecs disaient « non mais là, ça va trop loin ». Quand les homosexuels ont demandé le droit de se marier et d'avoir des enfants, la manif pour tous a dit « non mais là, ça va trop loin ». Et donc je terminerai par un truc. Certains ont sûrement envie de répondre « oui mais parfois quand même, il y a des injustices. Il y a le cas de Monsieur Z qui a été viré de tel journal pour avoir dit un truc qui n'était pas faux, simplement parce que ce truc n'allait pas dans le sens de la politique que veulent ses militants. » Eh bien d'abord, oui, ok, le militantisme peut produire des injustices en tentant de corriger des injustices. Ça arrive. C'est relou, c'est vrai. Mais en même temps, si on ne fait rien, on laisse les injustices habituelles se produire. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui corrige 10 injustices d'en provoquer 2. Si on veut vraiment attaquer ce qu'on appelle la cancel culture, il faut être capable de démontrer que ce militantisme produit plus d'injustices qu'il n'en corrige, ce qui n'est pas simple. Finalement, c'est ça la rationalité politique. On vise le moins mauvais. On n'attend pas de trouver un système éthique et politique absolument parfait et sans défaut pour agir. On tente, on essaye, on corrige ici, on corrige là. Certains diront peut-être que c'est justement ce qu'ils font aussi, en critiquant ces militants, que c'est une espèce de régulation. Mais dans ce cas, il faut s'assurer qu'on le fait de manière productive, et pas simplement répéter « censure »,« hyperpolitisation » à tout bout de champ. Ensuite, il faut voir quelles sont nos priorités. Est-ce qu'il est plus important de défendre le droit de Monsieur X à continuer de publier des ouvrages tirés à 100 000 exemplaires, ou est-ce qu'il est plus important de s'attaquer au rouage de l'organisation sociale qu'on a oublié de remettre en cause par habitude et qui génère pourtant beaucoup de souffrance et d'injustice. En tout cas, à mon sens, l'enjeu du débat il est là. Plutôt que de réfléchir à coups de grands principes généraux, peut-être qu'il faut tout simplement se demander, à propos du mouvement, qu'est-ce qu'il essaye de corriger ? Est-ce qu'il y arrive ? Qu'est-ce que ça risque de produire ? Et surtout, parce qu'il est absurde de parler de risque dans l'absolu, quelles sont les probabilités associées à ce risque ? S'indigner sans avoir mis les pieds un peu sérieusement dans cette partie du problème, c'est manquer de rigueur rationnelle. Si j'ai échoué à faire un Stillman, ou si j'ai manqué de charité herméneutique dans cette vidéo, c'est pas par mauvaise volonté, mais par incapacité intellectuelle. Pour l'instant, même venant de gens pas bêtes du tout, j'ai toujours pas entendu d'argument contre la dite cancel culture que je trouve vraiment convaincant, et je n'ai pas réussi à en imaginer moi-même. Le seul truc que je vois, c'est la crainte assez naturelle finalement d'une dérive
et l'accent mis sur les dénonciations calomnieuses du genre « Monsieur Z est un criminel », alors que Monsieur Z est innocent. Oui, bien sûr, on n'a pas envie que des gens soient injustement accusés. Mais justement, c'est le moment de se poser la question en termes probabilistes. Quel est le risque que cette dérive fasse plus de dégâts que l'état actuel des choses? Il est bien possible qu'on ait de la marge. Donc, comment penser une situation aussi incertaine? Si Madame X dit que Monsieur Z l'a violée, on peut en appeler à la présomption d'innocence pour ce qui est de la situation légale de Monsieur Z. On dira, on ne va pas mettre Monsieur Z en prison sans faire une enquête, sans qu'il y ait eu un jugement. Mais en tant que Monsieur Z est un individu qui tient une place importante dans la société, parce que c'est une personnalité publique, ou parce qu'il a du pouvoir, ou parce qu'il est célèbre, Monsieur Z a une fonction symbolique, une fonction politique et symbolique. Il représente quelque chose, il représente une forme de succès, c'est-à-dire quelque chose que notre société reconnaît et promeut. Peut-on prendre le risque de continuer à promouvoir quelqu'un qui est accusé de quelque chose que la société doit chercher collectivement à éliminer? Donc c'est déjà important de comprendre que du seul fait de cette réalité symbolique, il est normal que la société prenne en compte l'accusation, quand bien même la justice ne s'est pas encore prononcée. Peut-on prendre le risque de soutenir collectivement quelqu'un dont la fonction symbolique pourrait devenir toxique? Tout dépend bien sûr de l'importance qu'on donne à l'accusation de Madame X. Mais je crois qu'on peut traiter ça de manière rationnelle. Par exemple, on peut confronter les hypothèses et les estimations. Si Monsieur Z est accusé de viol, il y a malgré tout beaucoup plus de chances qu'il ait violé Madame X que le contraire. Au sens où une écrasante majorité des gens qui n'ont violé personne n'ont effectivement jamais été accusés de viol. On peut le dire ainsi, les probabilités d'être accusé de viol en ayant violé personne sont a priori très faibles. Et la proportion d'hommes susceptibles d'agresser sexuellement une femme m'apparaît plus élevée que la proportion de femmes sujettes à de la mythomanie aiguë. En somme, il y a plus d'agressions que de fausses accusations. Si on prend en compte cette mise en relation statistique, j'ai l'impression qu'on peut relativiser le danger terrible de la cancel culture, en tout cas vis-à-vis du problème précis de l'accusation injuste. Le danger existe, mais il est probablement pas monstrueux. Bon, je m'arrête là une seconde parce que c'est important. Reprenons le cas Polanski. Le fait qu'il y ait eu 11 autres témoignages depuis l'affaire de 77 doit être sérieusement pris en compte. L'hypothèse selon laquelle ces 11 femmes mentent n'est pas crédible du tout d'un point de vue rationnel. C'est extrêmement peu probable. De sorte que cela suffit à faire une preuve. Non pas une preuve judiciaire, puisque ces témoignages ont lieu hors du cadre d'un procès, mais une preuve rationnelle, c'est-à-dire quelque chose qui doit déterminer notre croyance. Il serait complètement irrationnel que notre opinion sur Polanski ne change pas après avoir pris conscience de ces témoignages. 11 témoignages, c'est une preuve suffisante pour que la société s'interroge sur la place qu'elle veut donner à Polanski. C'est une preuve suffisamment solide pour dire que des institutions doivent refuser de célébrer Polanski. 11 témoignages, cela veut dire que les chances que Polanski ait violé et ou agressé des femmes sont très très élevées. Il est donc logique de considérer que la société prend un risque terrible en récompensant publiquement un individu sur qui pèsent d'aussi lourds soupçons. Elle prend le risque de diffuser l'idée selon laquelle il n'est pas si grave d'être un agresseur sexuel, puisque visiblement, ça n'empêche pas d'avoir du succès. Alors ne nous trompons pas de combat. On a besoin de preuves judiciaires et d'un procès en bonne et due forme pour mettre un être humain en prison. Mais on n'a pas besoin de preuves judiciaires, seulement de preuves rationnelles, pour décider de ne pas donner un César à Polanski. Bon, je rappelle que tout ça est à prendre avec des pincettes, je ne suis sûr à 100% de rien. Je n'ai qu'une intuition, insuffisamment fondée sans doute, sur le fait que ce militantisme est encore loin de faire plus de mal que de bien. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'éléments qui m'indiqueraient le contraire de manière convaincante. Si vous avez des éléments probants, je suis preneur, à la limite ça peut faire une vidéo supplémentaire. Salut!